Pourquoi Laurent Gbagbo et ses partisans ont la violence comme programme de campagne depuis 1990. Et ici, on nous dit qu'un fait parle mieux que 1000 mots. Il est mieux de vous faire entendre ici qui est Laurent Gbagbo à travers ses propos et ses actes. Et c'est pourquoi ici, on ne va pas se fatiguer de refaire les mêmes choses parce que déjà, on en a suffisamment parlé. Et qui est l'homme Laurent Gbagbo? Et comment il a toujours compté sur la violence pour pouvoir s'imposer en Côte d'Ivoire depuis 1990? Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un peu et souvent faire quelques commentaires brefs pour que vous puissiez faire le lien. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'une disparaît. Alertés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps, on la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji F2. Il répond. Je suis membre du FPI. Je suis secrétaire à l'organisation du quartier Marcory. Lui s'est trouvé dans vos chambres. Oui, dans la chambre des filles. Et vous avez vu dans votre chambre? Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Vous connaissez les conséquences juridiques? Oui. De cet acte-là? Oui. Vous l'avez mesuré? Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations. Un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une haute étiquette. Elle devient, au Front populaire, la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Diabolique, n'est-ce pas? Donc vous aurez compris ici qu'en 1990, Laurent Gbagbo, pour pouvoir gagner les élections, c'est un exemple qu'on vous prend. À Marcory, le bureau de vote numéro 58, ils vont faire voler les urnes. Ça veut dire les caisses dans lesquelles on met les voix des gens. Au lieu de chercher à convaincre le peuple, eux, ils vont se dire, on va voler les urnes. Il y avait beaucoup d'exemples comme ça. Et on vous a montré un. Et M. Dakouri, qui était un de ces filous, reconnaît les faits. Et sans gêne, il dit, oui, je reconnais les conséquences. Parce qu'ils étaient préparés pour la violence. Ils disent que tous les changements sont possibles et bons, même si ça doit se faire dans le sang. Et Laurent Gbagbo, dans les années 90, s'est promené dans le sud-ouest pour expliquer à nos parents que pour chasser les djoulas, pour chasser les étrangers, c'est lui qui est l'alternative, il faut le voter. Comme ça, tous les djoulas et tous les étrangers qui seront chassés, nous, on va prendre leur maison avec leur plantation. Et donc, il a créé les ingrédients de cette violence-là. Et ça, ce sont des faits que tout le monde aujourd'hui peut témoigner. Et ça, c'était depuis les années 90. Et malgré toute cette forfaiture, il a perdu les élections. Il n'a eu que 14%. Et le président Félix Houphouët-Boigny a obtenu 86%. Vous allez me demander, en 2015, il y a eu quoi? En 2015, il y a eu le boycott actif. Et vous savez de quoi je parle. Et en 2000, Laurent Gbagbo revient à ses amours. Sachez que Laurent Gbagbo prend le pouvoir le 26 octobre 2000. Mais entre-temps, il était opposant. Avant cette date, il était opposant. Et lorsque il aura méthodiquement fait éliminer tous les autres candidats et qu'il se retrouve avec Guy Robert comme seul participant à ces élections, il avait pris le soin de manipuler la constitution de 2000
pour convaincre Guy Robert d'exclure tous les 6 candidats du PDCI, d'exclure le candidat du RDR, Alassane Ouattara, pour que lui et Guy, étant des fils de l'Ouest, puissent participer à des élections parce que c'était leur tour d'avoir le pouvoir. Et il n'était pas question de partager avec les autres. Et donc, sur cette base-là, ils ont signé un accord. Guy Robert, Luc Gbagbo accepte d'aller aux élections avec Guy Robert. Guy Robert gagne les élections. Lui, Laurent Gbagbo, devient Premier ministre. Et qu'est-ce qui se passe? En 2000, c'est l'image de la Commission nationale électorale ce matin. Un siège vide et toujours aucun résultat officiel, 48 heures après l'élection présidentielle ivoirienne. Vers 13 heures, les choses bougent enfin. Les journalistes sont brutalement poussés à l'écart et les commissaires indépendants molestés à leur tour. Un groupe de militaires des commandos veulent interpeller le président de la commission, Honoré Guillet, celui-là même chargé de proclamer les résultats un peu plus tôt. Les autres membres de la commission et les observateurs internationaux de l'Union européenne s'y opposent. Il sera finalement conduit de force vers une destination inconnue. Vous avez entendu. Donc, il allait avec Guy aux élections. Quand ils sont allés aux élections, au moment maintenant de proclamer les résultats, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Laurent Gbagbo, en complicité avec la gendarmerie et certains militaires qu'il avait fait acquérir à sa cause, qu'il avait convaincu, ces militaires-là, on va vous citer Oulata Gouadi de suite, qui va venir dire ses aveux. Ne vous pressez pas. Avant la proclamation des résultats, Laurent Gbagbo fait kidnapper Honoré Guillet, le président de la CENI, ce qu'on appelle aujourd'hui CEI là. Avant on appelait ça CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est après que le nom est devenu CEI, Commission électorale. Et donc là, il s'appelait Honoré Guillet. Avant la proclamation des résultats, il fait kidnapper Honoré Guillet. Et il s'assure très bien qu'il a le soutien de ces militaires, de ces gendarmes et de ces personnes-là au nom du tribalisme et au nom du clanisme qui voulaient que ce soit Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc quand il a kidnappé Honoré Guillet avec les membres influents de la commission électorale, nous sommes en train de vous parler de l'élection de 2000. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Guy Robert comprend qu'il a été mis dans un piège. Et qu'est-ce que Guy Robert dit? Guy Robert demande au ministère de l'Intérieur de proclamer les résultats. Et quand les résultats sont proclamés, voici le verdict. Au même moment, un communiqué est lu au ministère de l'Intérieur. Robert Guy, 819 495, soit 52,72%. Je suis témoin de sa roubladise politique. Donc vous venez d'entendre. Guy Robert a gagné les élections à hauteur de 52%. Mais Gbagbo dit non. La roubladise que lui avait voulu appliquer à Guy là, c'est là maintenant il va déployer ça. C'est là maintenant il va déployer cette roubladise là. Et comment il va s'y prendre? Vous allez écouter ça ici. Les autres membres de la commission et les observateurs internationaux de l'Union européenne s'y opposent. Il sera finalement conduit de force vers une destination inconnue. Au même moment, un communiqué est lu au ministère de l'Intérieur. Robert Guy, 819 495, soit 52,72%. Et vous venez bel et bien d'entendre 52,78%. Mais Laurent Gbagbo avait un plan déjà préparé. Et l'un des maillons forts de la roubladise qu'il avait préparé s'appelle le colonel Oulata Gouadi Pierre. Il était l'ancien commandant du GSPR. Et écoutez, parce que si c'est moi qui parle, on dira c'est toi qui parles.
Écoutez Oulata Gouadi vous expliquer le plan qu'ils avaient fait. Quand ils ont kidnappé Honoré Guié pour empêcher que les résultats puissent être proclamés par la CENI, donc Gueye Robert était obligé d'utiliser le ministère de l'Intérieur pour faire proclamer les résultats, où Gueye Robert avait gagné. C'est là que Gbagbo fait sortir son plan à travers Oulata Gouadi, qu'il faut écouter ici. Je suis témoin de sa roubladise politique. Vous avez entendu? Il dit Laurent Gbagbo a fait de la roubladise. Il a trompé Gueye Robert pour pouvoir être là en 2000. Et je dis ici et maintenant au peuple ouest, à mes parents, de tous les bleus à ses miens, en passant par Glodeken, Guido, Chikwe, Bangolo, Kribiye Fakobi, que c'est vous qui avez donné le pouvoir à Gbagbo Laurent en ces jours, les 25 et 26 octobre 2000, parce que Dieu Tout-Puissant, qui détient la royauté, le pouvoir et l'autorité des hommes, a effectivement utilisé puissamment un des vôtres, le commandant Oulata Gouadi-Pierre, pour établir Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. Si je n'avais pas été aide du camp, commandant GSPR, chef du corps du 1er bataillon d'infanterie et commandant les camps d'Aquilo, en octobre 2000, Gbagbo Laurent n'aurait jamais été président de la République. C'est donc aussi l'armée qui a imposé Gbagbo au pouvoir. C'est donc l'armée qui a imposé Laurent Gbagbo au pouvoir, surtout la gendarmerie. Et celui qui parle là, lui dit ce que lui il a fait dans ce rôle-là. Dans ce travail de coup d'État en 2000 par la roubladise et la violence militaire, il est en train d'expliquer comment ils ont fait pour mettre Laurent Gbagbo au pouvoir. Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2000. Il a manipulé Gueye Robert dans la farine et il a utilisé des gens comme Oulata Gouadi-Pierre et bien d'autres pour prendre le pouvoir de façon armée. Et c'est ce que Oulata Gouadi-Pierre explique toujours. Le pouvoir, c'est 23, 25, 26 octobre 2000. Ce n'est pas le combat et la victoire du FPI. Et c'est moi, inspiré par le Saint-Esprit, qui est forcé Gbagbo à prêter serment le 26 octobre 2000. Il le sait, demandez-lui. Alors Gbagbo doit tout au peuple. Et donc, vous aurez bien compris que M. Oulata Gouadi n'est pas un enfant sur qui on peut mentir. Et ce sont ses propos aujourd'hui qui viennent contredire ce que Laurent Gbagbo veut faire croire aux gens. Et ces propos sont d'ailleurs confortés par un fait, et c'est ce que vous allez suivre maintenant. Tu n'es pas encore président de la République. Tu n'étais que simple candidat. Comment se fait-il que tu es déjà en rapport avec des militaires? Vous échangez des coordonnées GPS et tu demandes la position de certains généraux et tu essaies de demander avec qui tu parlais pour essayer de contrôler les institutions. Quand tu contrôles les institutions alors que tu n'as pas la légitimité, qu'est-ce que c'est? C'est un coup d'État. Parce que, et c'est un coup d'État, c'est préparé. Parce que n'importe qui ne peut pas se lever pour dire mettez-vous à ma disposition, voilà ce qu'il faut faire, voilà les instructions que je vous donne, alors que tu es simple opposant. C'est quel pouvoir qui t'a permis de faire cela? C'est ce que Oulata Gouadi dit. C'est le plan que vous aviez préparé dans le dos de Gueye Robert, avec la gendarmerie surtout. Puisqu'à l'époque, l'armée était plus acquise du côté de Gueye Robert et la gendarmerie du côté de Laurent Gbagbo. Et donc, on écoute ici comment quelqu'un qui était un simple participant à une élection, avant qu'on ne proclame les résultats, sachant, et vous avez réussi à kidnapper le président de la CENI, et toi tu donnes des ordres aux militaires pour tout positionner, et puis maintenant faire proclamer les résultats en ta faveur, après avoir kidnappé le président de la CENI, ou de la CEI si vous voulez. Voilà comment Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir. Si nous comprendre les dispositions, tu as du personnel sur place, tu as des soldats? Oui.
Toi, tu es simple opposant. Comment toi, tu peux donner des instructions à des soldats? Tu appelles des officiers supérieurs, tu as des soldats. C'était pour faire quoi? Voilà. C'était pour faire un coup d'État. Bon, est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous. Bon. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gens l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Il est parti à Agban. Oh, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas dans la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Toi, tu n'es pas président, tu n'es que simple opposant. Comment se fait-il que tu as un tel lien au pouvoir de donner des instructions pour protéger la présidence, alors que tu es simple candidat à une élection? Ça là, vous les partisans de Laurent Gbagbo, comment on appelle ça? Mais on continue toujours. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Écoutez très bien. D'ici ce soir, avant même de proclamer les résultats, il faut que je puisse aller à la présidence. Ça veut dire, toi qui dis que ce sont des élections qui t'ont amené au pouvoir, tu violes les résultats. Tu n'attends pas qu'on proclame les résultats, mais tu vas aller d'abord te proclamer président, te mettre dans le corps du président avant la proclamation des résultats. Comment on appelle ça? On appelle ça coup d'État. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels... Vous avez entendu? Il a demandé à la CNE d'aller proclamer les résultats. Mais au moment où ils sont en train de proclamer les résultats, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'ils avaient kidnappé le président de la CNE. Là maintenant, lui, il s'en va prendre corps avec son nouveau rôle de président. Depuis quand on a vu quelqu'un se mettre dans une peau sans même attendre le droit. Et donc la violence, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, mais c'est aussi dans les attitudes de ne pas respecter la loi et de toujours vouloir violer la loi. C'est ce que vous avez fait le 13 novembre 2024 en allant à la CEI demander à M. Coulibaly Kubière de ne pas faire respecter le droit, mais de faire plaisir à Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas honte? Dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gars. Ce n'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et je vais demander à l'ambassadeur Ouénier d'organiser les cérémonies pour qu'on commence à travailler aussi que dès demain matin ou ce soir, il faut que je nomme un Premier ministre. Dès que la proclamation est faite, il faut que je nomme un Premier ministre. Et effectivement, ce Premier ministre sera nommé. Mais je crois bien que c'était à Finguessan. Et ils feront la nomination dans un WC. Selon eux-mêmes, c'est dans un WC qui va faire la nomination de ses membres du gouvernement. Dans un WC. Où on chie là. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministre. Vous comprenez? Donc, je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je vais faire un tour symbolique. Vous avez ces coordonnées. Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, vous avez les coordonnées de la maison ici. Bon, vous pouvez les noter.
Vous êtes prêts? C'est le 22, 43, 26, 87. Voilà. Ou bien 22, 43, 34, 34, 19. Ou bien 22, 43, 71, 71. Voilà. Dès que vous arrivez à la présidence et que vous avez tout sécurisé, vous m'appelez. Voilà. Allez. Soyez à ma disposition et demandez, renseignez-vous où se trouve Doué parce que je veux rentrer en contact avec lui. Ok? Voilà, parce qu'il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde. Ok? Je vous remercie. Au revoir. Et donc, il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde. Les officiers qui ne veulent pas s'ajouter au coup d'État, on va essayer de les ramener dans les rangs. Mais Laurent Gbagbo, ceux avec qui il avait planifié le coup d'État, c'est à eux, ils donnaient des instructions comme ça. C'est ce que Oulata Gouadi vous disait là, que c'est grâce à lui. Ça veut dire que lui, il était la cheville ouvrière de ce plan-là. C'est ce qu'il était en train de vous dire comme ça. Ma préoccupation. Et quand il est venu au pouvoir, que de turpitudes n'avions-nous connu? De mauvaises actions en mauvaises actions. Laurent Gbagbo va même jusqu'à aller prendre du poison hautement toxique, des déchets radioactifs qu'il va jeter sur la Côte d'Ivoire. C'est que le peuple soit demandé. Or, nos amis du groupe Trafigura ont accédé à nos demandes. À quel moment tu appelles des personnes qui ont envoyé des déchets toxiques dans ton pays nos amis? C'est tes amis en qualité, bon, parce qu'ils ont envoyé des déchets toxiques dans ton pays. C'est ça, manque de fermeté. Je ne sais pas comment on peut penser que ce monsieur-là puisse être ferme devant les Blancs et que c'est lui qui va nous apporter la souveraineté. Des gens qui ont envoyé des déchets toxiques dans ton pays, tu les appelles nos amis. Maintenant, il dit que ses amis ont accédé à ses requêtes. On va voir les requêtes qu'il a fait à ses amis-là, si c'était en faveur de la population. Déchets toxiques, Trafigura indemnise les Ivoiriens. Au thème de l'accord signé mardi à Abidjan, la multinationale Trafigura, affréteur du bateau ayant déchargé les déchets toxiques, s'engage à verser plus de 100 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. 100 milliards de francs CFA. Le président Laurent Gbagbo estime qu'il s'agit là d'un bon contrat, mais plusieurs associations de victimes le critiquent. On va un peu plus bas. La pollution due au déversement de plus de 500 tonnes de déchets toxiques dans les déserts sauvages a provoqué entre 10 et 15 morts, environ 1000 blessés et 100 000 consultations hospitalières. Si on s'arrête à 100 000 consultations hospitalières, c'est-à-dire pas plus, ça fait 100 milliards divisé par 100 000, ça fait 1 million. 1 million, ça c'est bon contrat. Et ceux dont leurs proches sont morts à cause de déchets toxiques là, ils vont prendre combien? C'est ça là qui était un bon contrat là. C'est ça que nos amis ont accédé à notre enquête là. On va goûter rapidement une victime, on va passer 1 million là. Ça suffit. Maux de ventre, douleur persistante. Après cela, elle n'arrivera pas à fonder la famille dont elle rêvait. La maladie que cela a provoquée en moi, je ne peux pas vraiment en parler. Cela a détruit mon corps, à tel point que je ne peux pas faire des enfants. J'en ai fait 2 avant. Un est décédé. Je ne peux plus en faire d'autres. 1 million là, ça fait quoi dans la vie de cette femme-là? Et puis il y a d'autres victimes, des cas encore plus graves. Figurez-vous qu'il y a des associations qui ont continué de poursuivre Trafigura en justice. Et ces associations-là ont eu gain de cause. C'est-à-dire en 2022 ici, là, en Hollande, on a dit à Trafigura de les indemniser. Alors que l'État ivoirien en ce temps-là avait accepté 100 milliards. Depuis, certaines se battent devant la justice hollandaise. Aujourd'hui, la Cour de cassation d'Amsterdam condamne Trafigura à les indemniser. Jusqu'à présent, il y a des victimes qui ont encore des séquelles. Jusqu'à présent, il y a des victimes qui n'ont pas les moyens pour se soigner. Donc nous demandons le plus rapidement possible que les victimes rentrent en possession de leur indemnité. Donc, dans ce cas-là, pourquoi l'État de Côte d'Ivoire avait pleinement raison. Et puis, ils se sont contentés de 100 milliards. On dit que ce monsieur-là, il ne s'est jamais battu pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, pas pour les Ivoiriens. Peut-être qu'il s'est battu pour l'État ivoirien, le gouvernement, en tout cas ceux qui le composent, son pouvoir, quoi. Je ne sais pas comment dire ça, mais pour les Ivoiriens, la population ivoirienne, ceux qui l'ont voté. Mis à part la confusion de dernière minute.
Donc, il a fait tout ça pour prendre le pouvoir, pour servir que les déchets toxiques, pour servir que l'immoralité, pour servir que les charniers, pour servir qu'une guerre civile. Et Dieu merci, quand les partisans de Laurent Gbagbo veulent se disculper que la guerre a empêché Laurent Gbagbo de travailler, dites-leur, mais pourtant, votre Laurent Gbagbo dit que c'est là qu'il a eu son meilleur premier ministre. Un premier ministre, c'est celui-là même qui met en pratique ce que le président lui dit. Et donc, s'il a eu son meilleur premier ministre, et qu'il avait encore une Côte d'Ivoire divisée en deux, où lui-même était dans la partie utile, qu'il nous fasse au moins le bilan de la partie utile avec son meilleur premier ministre. 0. Et donc, en réalité, les jeunes gens et ceux qui sont nés de la dernière pluie, qui pensent que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, ne le voyez pas vieux. C'est un individu dangereux. C'est un individu qui est un prédicateur de la mort. C'est un individu qui est connecté au mal. Et qu'il n'y a rien de bon que vous pouvez retirer en ce monsieur-là. Il ne sait que faire tromper. Il ne sait que faire dans la tromperie. Et il faut faire attention comment on se méfierait de la peste. C'est ce même Laurent Gbagbo, en 2010, qui va volontairement créer une crise post-électorale. Mais ce qu'il oublie, à travers les accords de Pretoria, c'est lui-même Laurent Gbagbo qui va demander que les élections soient certifiées. Et lorsque ces élections-là seront certifiées, l'ONU va faire venir quelqu'un spécialement pour surveiller et certifier ces élections-là. Mais Laurent Gbagbo, qui a lui-même appelé le certificateur de l'ONU, il sera la personne qui va encore contester ce que lui-même l'a demandé. Mais regardez un peu, pourquoi Laurent Gbagbo a perdu les élections de 2010 et le recomptage qu'il demandait n'était que du flatouvocis, de la tromperie, de l'enfarinade pour tromper les gens. En réalité, les élections ont été comptées plus de 3 fois. Je dis bien plus de 3 fois. Parce que dans cette vidéo, M. Yang Jin-Cho va vous dire qu'ils ont eu 3 méthodes de calcul et de recomptage. La délégation de l'Union africaine, qui lorsque elle va entendre les différents partis, viendra en Côte d'Ivoire. Quand ils vont rencontrer Yao Paul Ndré, celui qui avait été possédé par le diable, on lui dit, mais pourquoi tu as annulé les votes de cette région, à commencer par Bouaké pour aller vers le nord? Il dit non, il y a eu des violences et puis des viols. On dit, il n'y a pas de problème. On dit, les viols là, ça s'est passé où? Il dit, dans la zone rebelle. On dit, est-ce que vous avez des preuves? Il a levé la tête, il regarde les gens. On dit, les viols là, ça s'est passé à quel moment? Il n'a pas pu répondre à la question. Parce que c'est pas possible de dire que des femmes ont été violées en pleine journée dans des centres, dans des lieux de vote, devant tout le monde, en pleine journée, puisqu'on ne vote pas la nuit. Donc les gens lui ont dit, on a compris ta thèse, on comprend d'où vous venez, vous avez sérieusement été habité par le diable, il n'y a plus rien à dire, on va laisser les gens potables, les gens qui ont une méthode de travail, nous dire de quoi il est question. Et c'est ce que le certificateur que lui-même il allait chercher là, c'est ce certificateur qui est en train de parler. Et voici ce qu'il dit ici. Au sujet des résultats. Cependant, nous n'avons aucune raison d'être dans la confusion, car la vérité est connue et indéniablement claire. Nous nous serions échoués au dernier moment du fait de cette confusion après tant de progrès remarquables. Il dit, après tant d'efforts qui ont été faits pour la Côte d'Ivoire, l'ONU a financé les élections. L'ONU a accepté de prendre la charge des cartes d'identité. L'ONU a accepté de sécuriser les élections. Il dit, ce ne sont pas les petites conneries de Laurent Gbagbo qui vont faire qu'ils vont arrêter le travail pour arracher la victoire de Ouattara pour donner à Laurent Gbagbo parce que lui s'appelle Laurent Gbagbo. Il dit non, 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 non. Le monde entier a fait trop d'efforts. Il faut que ce soit la vérité qui puisse primer. Hier, j'ai expliqué mes méthodes de certification au sommet extraordinaire
des chefs d'État de CEDEAO. Il dit, hier, la même chose qu'il est en train de vous dire là, ce sont les mêmes preuves qu'il a présentées devant tous les chefs de la CEDEAO, au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Or, il se trouve qu'en ce moment, du fait que Laurent Gbagbo était président en exercice, il avait plus d'amis présidents en ce moment-là que le président Ouattara. Donc, même si on suppose qu'il y a d'autres qui soutenaient Ouattara, mais il y a d'autres pour protéger leurs intérêts. Parce que c'est le même Laurent Gbagbo qui prenait l'argent des Ivoiriens. Au moins, les Ivoiriens n'arrivaient pas à manger. C'est lui qui prenait l'argent des Ivoiriens pour distribuer au Mali, au Burkina et dans les pays du Sahel. Ceux-là le soutenaient. Ceux-là étaient au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Mais pourquoi ils n'ont pas contesté ce que Yang Junchon a dit? Eux tous ont dit vraiment, Laurent Gbagbo, tu as perdu. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. À Abuja et au Conseil de sécurité à New York. Il dit, quand il a fini ça, devant la CEDEAO là, il a réuni tous les pays du monde et il leur a expliqué comment eux ils ont fait pour faire leur travail devant le monde entier, pour ne pas qu'on vienne dire que eux ils ont choisi quelqu'un, ils ont travaillé contre quelqu'un. Donc c'est pas devant la CEDEAO seulement, mais il a fait ça aussi devant l'ONU et il s'est expliqué point par point. À l'occasion, j'ai annoncé mon intention de tenir une conférence presse à Abidjan pour rendre public mes méthodes de certification afin de dissiper la confusion. Il dit donc pour lever tous les doutes, de la même manière qu'il s'est expliqué devant les gens de la CEDEAO, si vous remarquez très bien dans la vidéo, vous voyez le drapeau de l'ONU qui est derrière lui. Et donc, il dit, il va prendre le temps d'expliquer, en expliquant ça comme on explique ça à des élèves de CP1 pour lever tous les doutes. Quant au résultat du second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Et donc, quand Laurent Gbagbo dit qu'il n'a pas perdu les élections, ce n'est pas le premier tour. C'est au deuxième tour. Les élections ont eu lieu le 28 novembre 2010. C'est là qu'il a perdu. Et puis il dit qu'il ne quitte pas. Il dit, lui, Yang Junchon va faire la démonstration devant tout le monde. Ils ont utilisé 3 différentes méthodes de travail. Il va expliquer ça à tout le monde. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire quelques mots sur mon impartialité vis-à-vis des partis politiques en présence en Côte d'Ivoire. L'impartialité occupe une telle place centrale que celui qui ne croit pas en l'impartialité ne croira pas en la vérité que je vous énoncerai. Tout comme la démocratie, l'impartialité ne va pas de soi. Elle est une valeur que l'on peut conserver à travers un effort permanent, un enjeu que je ne saurais me permettre de perdre dans l'exécution de mon mandat de certification. Il dit avant de commencer le travail qu'il va faire, là, il faudrait qu'il explique ce que c'est que l'impartialité. Être impartial, ça veut dire, il y a quelque chose, toi tu ne soutiens personne, mais tu soutiens la vérité. Il dit dans une démocratie, l'impartialité est importante, mais c'est une valeur que ceux qui sont dans une démocratie doivent cultiver. Des gens comme les Laurent Gbagbo, qui se disent démocrates, mais qui ne sont pas capables de reconnaître leur défaite, ne sont pas des gens corrects. Il dit donc, lui aussi que le monde entier a fait confiance à lui, Yang Junchon, pour le nommer là. Lui ne peut pas venir détruire sa carrière et sa crédibilité, son honneur, en supportant Alassane Ouattara ou même en supportant Gbagbo. Il dit c'est la première chose qu'il a guidé dans son travail. Il n'a pas cherché à plaire à quiconque et il a cherché à rester neutre pour faire son travail. Il est important de mentionner que tout au long du processus électoral, j'ai demandé à mes collègues de ne pas faire des sondages, étant donné qu'une telle pratique serait exploitée par des partis politiques en vue de remettre en cause l'impartialité de l'ONU. Il dit c'est pourquoi, contrairement à l'INS, contrairement à la SOFRES, qui avait fait des sondages avant ces élections du 28 novembre 2010, lui,
Yang Jishoy a interdit à l'ONU ou bien à l'ONUCI de faire des sondages. Il dit parce que faire des sondages, ça allait montrer qu'eux, ils ont déjà choisi un camp. Même si ces sondages-là étaient vrais, ça allait apporter des troubles. C'est pourquoi lui, il a dit, on ne fait pas de sondage. Ça, c'est clair. En outre, j'ai demandé au personnel de l'ONUCI de ne pas avoir de préférence entre les candidats parce qu'encore une telle attitude aurait été connue, exploitée par des politiciens pour mettre en cause la crédibilité de l'ONUCI. Il dit la deuxième chose, il a dit à tous ceux qui sont des membres de l'ONU en Côte d'Ivoire, il dit, vous ne devrez choisir personne. Ce qu'on vous demande, c'est de faire le travail comme des robots. Ça s'arrête à ça. On ne demande pas votre avis. On ne vous demande pas de supporter quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'on ne voudrait pas que cela influence et que des partis politiques prennent ça comme un argument pour dire qu'il y a des fonctionnaires de l'ONU qui étaient en faveur de tel ou tel candidat. Plusieurs fois et de nombreuses fois, la plupart du temps gentiment, mais parfois moins gentiment, le gouvernement et l'opposition ont dit à tour de rôle que je prenais position en faveur de l'autre camp à chaque fois que l'on aussi refusait de prendre leur part. Il dit, il y a une chose que le monde entier voit. Il dit, il y a eu plusieurs événements. Mais chaque fois que les partis ivoiriennes, le RHDP et la LMP, en ce moment, tous les groupes qui étaient avec Gbagbo, eux s'appelaient LMP. Maintenant, tous ceux qui étaient RHDP, MFA, comment on appelle? MFA, RDR, PDCI, il y a un autre parti encore là, j'oublie. Eux là, on les appelait RHDP. Il dit, chaque fois qu'il y avait des incompréhensions et que lui, Choy, avec l'ONUCI, donnait leur position, si aujourd'hui, ce n'est pas le PPACI, le LMP qui se plaint, demain, c'est l'opposition RHDP qui se plaint. Et ça démontre qu'eux, là, ils n'étaient pas là pour choisir les camps. Ils étaient là pour simplement mettre la vérité entre les deux camps. Il dit, il prend les deux camps à témoin. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où vous êtes venus dire que nous sommes contre vous? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où Gbagbo a dit que l'ONU est contre eux? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où les opposants, le RDR, RHDP, n'a pas dit que l'ONU est contre eux? Il dit ça, c'est un signe de leur impartialité. En fonction de la vérité, c'est qu'elle est. Eux la disaient et ils l'appliquaient. C'était tout. Je dis avec force que l'on aussi a gardé son impartialité toujours. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous les trois méthodes que j'ai utilisées pour arriver à la conclusion absolue quant au vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Il dit maintenant, il va vous expliquer les trois méthodes qu'il a utilisées là. C'est ça, il va vous expliquer maintenant. Je voudrais souligner que j'ai conduit ma certification sans tenir compte des méthodes utilisées ou des résultats proclamés par la CEI ou par le Conseil constitutionnel. Il dit, eux là, ils sont des experts. Ils ont fait ça dans plusieurs pays. Ils maîtrisent très bien leurs données. Ils n'ont pas été nommés par hasard. Il dit, lui n'a même pas eu besoin d'attendre que la CEI donne un résultat pour croire en ça. Il n'a pas eu besoin d'attendre le Conseil constitutionnel. Parce que eux, en tant que des certificateurs internationaux, ils ont fait ça dans plusieurs pays. Ils ont une expérience et ils savent vous prendre la vérité. Ils ne prendront la vérité ni avec la CEI, ni avec la Cour constitutionnelle, mais ils ont d'autres méthodes pour prendre la vérité. Et c'est ça qu'il est en train de démontrer. La première méthode consistait à obtenir les tendances le plus tôt possible. Pour ce faire, 721 fonctionnaires dévoués de l'ONUCI ont été déployés en autant de nombre de votes, bureaux de vote soigneusement triés. Ils m'ont annoncé par téléphone les résultats du second tour affichés dans les bureaux de vote au soir du 28 novembre.
Il dit, eux, ils ont laissé CEI, tout, cours constitutionnel là. Lui, il avait posté ces gens dans les bureaux de vote. Dès que les gens finissent là, il dit, bon, rentrez dans les bureaux de vote là. Les résultats que les gens ont là, donnez-moi ça fafa. Par téléphone, donnez-moi ça fafa. Les résultats là, donnez. Les PV vont venir, il n'y a pas de problème. Si les PV viennent, que vous avez menti là, on sait où vous êtes, on va vous attraper. Donc là, les agents de l'ONU n'avaient aucun choix autre que de dire la vérité. Ils ont donné les résultats qui étaient affichés dans chaque bureau de vote. En français simple, l'ONU, à travers son personnel, a collecté les informations sur le terrain, sur la base des résultats qui étaient affichés bureau de vote par bureau de vote. Il dit voilà leur première stratégie. J'avais besoin de ces résultats pour conforter la crédibilité des résultats que j'obtiendrai avec ma troisième méthode. Il dit, la première méthode là, que je viens de vous expliquer là, il avait besoin de cette première méthode que je viens d'expliquer là, pour pouvoir confirmer sa troisième méthode. Ok, on y va. Mais en tant que certificateur, je ne pouvais partager cette tendance avec personne avant d'avoir complété mon évaluation et mon analyse à travers les deux autres méthodes. Il dit donc, lorsqu'ils ont fini de réunir tous les résultats bureau de vote par bureau de vote, eux n'ont pas partagé ça avec quelqu'un. Tu es certificateur. Tu as fait ton travail à ta façon pour avoir la quintessence, la vérité. Et donc, il va passer maintenant aux deux dernières méthodes. Laissez-moi vous montrer le résultat du premier méthode. Nous avons fait 721 témoins de polling stations à les bureaux de vote. On n'a pas terminé puisqu'il y avait des bureaux de vote qui n'étaient pas tout à fait fonctionnels pendant la nuit de 28 novembre. Pourtant, voici le résultat. Monsieur Ouattara est en tête avec à peu près 11% à l'égard de Monsieur Gbagbo. Il dit donc, tout le monde regardait avec moi ma méthode. Quand on a compilé les résultats bureau de vote par bureau de vote, M. Ouattara était en tête avec 11% sur Laurent Gbagbo. Merci. La deuxième méthode était de recueillir les résultats des votes à partir de 19 commissions électorales locales, régionales. Il dit la deuxième méthode qu'il a fait, c'était plus comme la première où ils sont allés bureau par bureau. Mais cette fois-ci, comme dans chaque région, il y a une commission électorale régionale qu'on appelle CER. Ça veut dire dans chaque région, on avait divisé la Côte d'Ivoire en 19 zones électorales. Ils ont pris les résultats des centres électoraux régionaux. Ils ont collecté les résultats des 19 centres. Ça veut dire qu'on avait divisé la Côte d'Ivoire en 19 régions électorales. Eux, ils ont pris les résultats de chaque région électorale. Et voici ce que ça donne. Ensuite, une semaine avant le scrutin, 19 membres du personnel de l'ONUCI avaient été choisis à cette tâche et déployés sur le terrain. Il dit ce que tout le monde ne savait pas là, ni les opposants, c'est-à-dire les gens du RHDP, ni les gens de LMP ne savaient pas FPI. Une semaine avant, là, lui, il avait choisi 19 membres de l'ONUCI et il les avait postés pour cette tâche avec cette mission. Leur mission là, dès qu'on dit que les résultats sont terminés, tu vas à la commission électorale régionale, tu dis quel est le résultat dans votre région. Point, ça s'arrête à ça. Ok. Chacun d'entre eux m'a fait parvenir sa moisson le 30 novembre.
Et les 19 personnes qui avaient été mises en mission dans les 19 centres électoraux régionaux, les élections se sont passées le 28 novembre. D'ici qu'on vous dise que le 30 novembre 2010, les 19 résultats des 19 centres électoraux régionaux, lui, il les avait en sa possession. L'agrégation de tous les résultats a confirmé les tendances obtenues 2 jours plus tôt. C'est-à-dire qu'à ce moment, on savait presque avec certitude qui avait emporté et qui avait perdu. Pourtant, en tant que certificateur, il m'a fallu absolument être sûr et certain des résultats. J'avais besoin d'une troisième méthode. Et donc, il dit quand il a reçu ça, l'agrégation, ça veut dire l'addition, ça veut dire l'ajout, ça veut dire il a computérisé, ça veut dire il a mis ensemble, ça veut dire l'addition. Quand il a fait l'addition des 19 centres régionaux, le résultat était clair. C'est le président Ouattara qui gagnait encore. Mais malgré ça, en tant que certificateur, ce n'était pas suffisant de se baser sur ces deux méthodes. Et donc, il va déployer une troisième méthode. Avant d'y aller, laissez-moi montrer le résultat de la deuxième méthode. Ok. Donc, il dit avant d'aller là, il a mis ça devant tous les membres de l'ONU. Il dit, regardez les résultats pour que vous-même vous voyez. Sur cette base, je suis absolument certain d'avoir trouvé la vérité concernant la volonté du peuple ivoirien telle qu'exprimée le 28 novembre. La volonté du peuple, c'est qu'il a choisi une personne et non deux comme vainqueur de l'élection présidentielle. Le peuple ivoirien a choisi le candidat Alassane Ouattara avec un écart incontestable sur le candidat Laurent Gbagbo comme le vainqueur de l'élection présidentielle. En tenant de tels propos, je ne fais pas de l'ingérence dans les affaires ivoiriennes. Comme certificateur des élections ivoiriennes, je ne fais que le travail qui a été accepté par l'autorité ivoirienne. En termes de certification des élections par les Nations Unies, la Côte... Il dit donc quand eux ont fait tout ce travail-là, si eux ils ont utilisé leur propre stratégie, sans s'ingérer dans les institutions ivoiriennes, c'était pour toujours rester dans la transparence, soit pour dire qu'ils se sont ingérés dans les affaires ivoiriennes. C'est pourquoi ils avaient leur propre méthode. Mais, et leurs méthodes là, ce sont des méthodes qui ne loupent pas, ça ne rate pas. Parce que la Côte d'Ivoire est trop petite. Et ils ont fait ça dans d'autres pays avant de venir ici, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier cas en Afrique. Il dit, mais la Côte d'Ivoire était le premier pays en Afrique où on les a invités à venir certifier des élections. Mais bien avant, ils avaient une très bonne expérience. Et cette expérience a toujours marché partout ailleurs. Et donc, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que cette expérience ça ne peut pas marcher. N'ont pas sollicité une telle responsabilité. Les dirigeants ivoiriens ont demandé aux Nations Unies de jouer ce rôle suite à l'accord de Pretoria de 2005. Il dit que ce n'est pas l'ONU même qui est venue pour certifier les élections. Ce sont les dirigeants. Les opposants s'opposent. Les dirigeants dirigent. Ceux qui étaient les dirigeants, c'est Laurent Gbagbo et sa bande. Dans les accords de Pretoria en 2005, c'est eux-mêmes qui ont demandé que l'ONU vienne certifier les élections. Donc, il faudrait que la clarification soit claire dans les textes. Ce n'est pas l'ONU qui a demandé à venir certifier. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui a fait venir l'ONU en Côte d'Ivoire en tant que certificateur. Il s'agit là d'une responsabilité solennelle des Nations Unies envers le peuple ivoirien qui a droit à la paix, à la stabilité, à la prospérité et du respect de sa volonté. Il dit donc, eux ne peuvent pas venir dans une telle posture où ce sont des dirigeants ivoiriens qui les ont invités à jouer un rôle d'arbitre et puis eux vont être des gens qui vont mettre en danger la paix. Eux vont être des gens
qui vont mettre en mal la stabilité de la Côte d'Ivoire, eux vont être des gens qui vont choisir un camp pour nier la volonté des votes que le peuple ivoirien a donné à quelqu'un. Ils disent non, eux ne peuvent pas jouer à ce jeu-là. Au vu du chemin parcouru par la Côte d'Ivoire, ignorer la volonté du peuple ivoirien à ce niveau serait le décevoir et perdre des énormes ressources investies au cours de 8 dernières années par la communauté internationale ainsi que par le peuple ivoirien. Il dit quand lui il imagine les grandes quantités d'argent qui ont été mises pour réaliser ces élections-là du côté de la communauté internationale ainsi que les efforts qui ont été faits du côté de la Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas s'amuser à ne pas dire la vérité aux Ivoiriens. Merci. Et puis, il a fini, il dit merci. L'histoire jugera. Donc, quand Laurent Gbagbo sort pour dire, on doit raconter là, les Alex, comment ils s'appellent déjà là, Alcide Djedje, qui sont allés au sommet de l'UA là, et ils ont raconté. Là-bas, ils ont dit que Ouattara a gagné. Quand ils sont revenus là, les questions qu'ils ont posées à Yao Paul Ondré là, ça aussi là, c'est un recomptage. L'ONU a fait 3 différents systèmes de recomptage. Et donc, de quoi est-ce que vous voulez nous parler? Le monde ne fonctionne pas selon votre volonté. Le monde fonctionne aussi selon la volonté de tous les autres. Et c'est ça aussi la démocratie, la volonté populaire. Et donc, mesdames et messieurs, c'est à cet effet qu'il est important de signaler aux uns et aux autres que c'est après tout ça que le président Ouattara va devenir président. Et Laurent Gbagbo va nous conduire dans une guerre inhumaine, implacable, mais une guerre inutile. Une guerre très inutile. Une guerre, je le répète encore, très inutile. Mais Laurent Gbagbo prendra la responsabilité historique sur lui de nous conduire dans cette sale guerre. Sachant très bien qu'il a perdu, il va s'accrocher au pouvoir et il va rester dans un entêtement. Le président Barack Obama va lui faire des coups de fil. Le président Nicolas Sarkozy va lui faire des coups de fil pour dire que être président n'est pas une fin en soi. Tu peux rebondir plus tard. Ne t'accroche pas au pouvoir parce que les conséquences, tu vas te faire désavouer par le monde. Fais attention. Essaye de retrouver en toi-même tes esprits pour ne pas que l'histoire du monde soit contre toi. Mais Laurent Gbagbo ne va rien comprendre. Laurent Gbagbo va persister. Il va conduire la Côte d'Ivoire à connaître des atrocités que nous n'avions jamais connues. Il va rester dans son entêtement pour nous conduire dans des abîmes. Malgré toutes les tentatives pour essayer de le raisonner, Laurent Gbagbo ne comprendra rien. Parce que lui, il avait déjà son idée, c'était d'éventrer la Côte d'Ivoire et de créer le chaos. Et après lui, la Côte d'Ivoire ne devrait plus exister. Et tout le monde sait, pour ceux qui sont contemporains des faits, après son passage, ce n'était que chaos, désolation, ruine. Et toutes les familles étaient en pleurs. Parce que ce que Laurent Gbagbo venait d'offrir était un spectacle désolant. Aujourd'hui, quand lui et ses partisans veulent nier tout ça, pour dire on n'a rien fait, mais dites en même temps que vous n'avez jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Parce que, en voulant tout rejeter, vous ne reconnaissez pas l'humanisme et l'humanité des autres. Et en 2013, exactement le 13 novembre 2013, c'est vous qui venez nous dire de chier sur le droit des gens et de vous traiter avec humanisme. Est-ce que vous-même, vous avez traité les autres avec humanisme? Ce qu'on n'est pas capable d'offrir aux autres, on n'est pas en droit de demander cela aux autres. C'est un principe qui est simple. Mais quand l'arrogance et quand la stupidité atteint un niveau record, on pense qu'on est le plus intelligent et on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut.
Mais dans la vie, quand tu fais tout ce que tu veux, tout peut t'arriver aussi. Quand tu penses que toi, tu peux faire tout, il faut aussi t'attendre que tout peut t'arriver. Et c'est là, dans ce contexte difficile, Laurent Gbagbo va mettre la Côte d'Ivoire complètement en bas. Même les ampoules, ils vont les casser, tirer les fils, enlever, brûler les administrations. Le président Ouattara prend un pays complètement en cendres, complètement infesté de miliciens, complètement désorganisé socialement, moralement, politiquement. Le président Ouattara prend le pays. Et petit à petit, il arrive à reconstruire la Côte d'Ivoire. Petit à petit, il prend le soin de construire un pays. Mes chers parents, ça ne sera pas facile. Parce que dès les débuts de la gouvernance du président Ouattara, s'il n'était pas un président qui était préparé pour diriger, des difficultés, il en a connu. Quand on entend certains militants du PPACI dire c'est parce que le président Ouattara n'a pas connu de guerre, ça fait vraiment rire, mais ça fait à la fois pitié. Parce que le président Ouattara, des difficultés, il en a connu. Des attaques à n'en point finir, il en a connu. Et souvent, j'aime m'amuser à les citer, mais c'est tellement que je peux vous citer au minimum 33 coups d'État qui ont été faits contre lui. Au minimum 33 coups d'État. On a connu des attaques de 2011 à 2013. On a connu les attaques des camps militaires de 2011 à 2013. Quand on se lève, les attaques des Grabo. Quand on se lève, les attaques du camp du commissariat d'Azopé. Quand on se lève, les attaques du camp d'Azaguier. Quand on se lève, il y a l'école même de la police qui a été attaquée lorsqu'il y avait le jeu de la francophonie. Entre-temps, les miliciens qui avaient infesté le pays, les miliciens pro-Gbagbo et les Libériens que Laurent Gbagbo avait fait entrer en Côte d'Ivoire, entre 2011 et 2014, ces personnes-là attaquaient partout dans le pays. Entre 2011 et 2019, les opposants ivoiriens nous ont servi 33 tentatives de coup d'État. Mais le président Ouattara a pu gérer tout ça. Vous, un seul coup d'État, vous n'avez pas pu gérer. Des cafards comme vous. Vous ne vous souvenez pas de la mutinerie de 2017 à Bouaké? Lorsque Soro Guillaume et sa bande ont paralysé le pays, le président Ouattara a géré ça. Vous ne vous souvenez pas des multiples attaques que vous avez menées à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire en 2012, avec l'appui de Jean-Noël Abbaye, avec l'appui de Lida Moïse Kouassi, avec l'appui de plusieurs militaires et avec l'appui de Seka Seka Anselme et de bien d'autres. Il y avait un même qui s'appelait quelque chose Zappa. Mais tout ça, le président Ouattara a tenu bon. Alors que vous n'avez connu qu'une seule attaque le 19 septembre 2002. Et vous voulez utiliser cet argument pour dire que le monde devrait aller mal. Non, ça a été même une bénédiction pour vous. Parce qu'entre-temps, en 2005, Laurent Gbagbo a volé les élections. Il a refusé les élections parce qu'il avait fait un pacte avec Soro Guillaume. Eux, ils maintiennent la rébellion. Les Soro Guillaume et sa bande bouffent dans la rébellion en pillant le nord, le centre et l'ouest. Lui, Laurent Gbagbo reste président. Il fait un mandat cadeau. Donc, normalement, si on voulait tenir compte de la constitution de 2000, comme le président n'était rééligible qu'une seule fois, vu que Laurent Gbagbo avait déjà volé l'élection en 2005, là, il ne devrait même pas être dans les élections de 2010. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça clairement. Donc là, il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire qui a connu plus d'attaques que le président Ouattara. Mais comme il était préparé, il a équipé la police, il a équipé la gendarmerie, il a équipé les militaires, il a multiplié et diversifié nos partenaires militaires, comme vous avez pu le voir lors du défilé de l'indépendance de l'année 2024. Et cela lui a donné une capacité militaire. Il a formé ses hommes, il a formé ses militaires, il les a professionnalisés
Et il leur a fait comprendre l'importance de leur métier. Et c'est à partir de tout cela qu'il vous dit ceci. Je ne suis pas un plaisantin. Je ne serai pas comme les cafards qui sont venus au pouvoir pour se distraire. Avec moi, Alassane Ouattara. Ce que nous avons vécu entre 2000 et 2010. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais d'où nous venons. N'oubliez jamais ce que le pays a été pendant cette décennie. N'oubliez jamais cela. Il dit donc, n'oubliez pas d'où nous venons. Parce que les incapables qui ont dirigé le pays là, sans le savoir, ils se sont amusés à mettre vos vies en danger. Et si vous pensez que ces mêmes personnes-là vont changer, vous vous trompez. Elles n'ont pas changé de méthode. Elles ne changeront jamais. Mais à vous de ne pas oublier le mal qui vous a été fait. D'être conscient de ce mal-là pour ne plus jamais l'accepter. Et c'est Laurent Gbagbo et sa bande qui ont causé ce malheur à la Côte d'Ivoire. Et ne faites pas semblant, non. Ne faisons pas semblant. Nous nous connaissons dans ce pays comme dit Tanti Ariel. Il y a des gens qui sont là qui font semblant. Non, on a oublié, mais c'était comme ça. Hey, hey, hey. Nous nous connaissons bien. Nous savons en qui nous pouvons faire confiance. Oui. Et nous savons ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Mais n'oubliez pas. Aujourd'hui, qui sont ceux qui ne sont pas dignes de confiance? C'est ceux qui disent qu'ils sont les héritiers de Félix Houphouët-Boigny, mais qui vont s'ajouter à Laurent Gbagbo pour détruire l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. C'est ceux qui disent, même s'il faut envoyer Katina au Burkina pour venir faire rentrer des djihadistes et puis éventrer la Côte d'Ivoire, aller donner des mots à Ibrahim Kaka pour insulter Félix Houphouët-Boigny, pour dire qu'il a été un criminel, qu'il a tué Biaka Bouda, qu'il a tué bien d'autres. C'est eux qui ne sont pas les gens dignes de confiance. Les gens qui ne sont pas dignes de confiance, c'est ceux qui disent « J'ai été chef de la rébellion pour une cause juste, mais aujourd'hui, je suis en train de combattre cette même cause. Je suis en train de combattre l'objectif pour lequel je m'étais battu hier. » C'est eux qui sont des gens pas dignes. N'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Voyez-vous, nous vivons dans un pays en paix, en sécurité. Il dit la différence entre moi et Gbagbo là. Aujourd'hui où je vous parle là, on vit dans un pays en paix et en sécurité. En français, c'est deux mots différents. La paix, c'est l'absence de violence généralisée. Mais la sécurité, c'est lorsqu'il y a la paix que tu gagnes le confort et la sérénité. C'est ça qu'on appelle la sécurité. Ça veut dire ton cœur est tranquille et tu sens la garantie. C'est ça qu'on appelle la sécurité. Il dit aujourd'hui là, vous avez les deux. Il dit quand je prenais le pays là, l'indice de sécurité était à 6,2%. Mais moi, Alassane Ouattara, en 2024, selon le dernier rapport du CNS, du Conseil national de sécurité, nous sommes aujourd'hui à 1,2%. C'est de cela qu'il est question. Quand je prenais la Côte d'Ivoire, on avait une armée milicisée, une armée désorganisée. Mais nous sommes aujourd'hui la 98e armée dans le monde. Nous sommes aujourd'hui la deuxième armée de la CEDEAO. Et nous sommes la première armée francophone de l'Afrique de l'Ouest. C'est du travail qui a été fait et c'est du travail qui mérite respect. Où toutes les populations sont les bienvenues. Dans les différentes rencontres que j'ai eues, que ce soit avec Angela Merkel à Berlin ou avec Emmanuel Macron à Paris, je leur ai dit, mais vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays d'origine pour les migrants qui vont en Europe en traversant le Sahara, la Méditerranée ou qui perdent leur vie dans ces endroits. Je dis la Côte d'Ivoire est également
un pays de transit, parce que de nombreux Africains viennent ici pour aller ailleurs, mais c'est également un pays de destination comme l'Europe. Et donc, quand il a pu installer les instruments de la paix et de la sécurité, ça permet à beaucoup d'Africains de venir en Côte d'Ivoire. Et certains ont fait des faux papiers que leur vendaient les pro-Gbagbo pour se retrouver en Europe. Il dit, mais chaque fois qu'il a rencontré des grands de ce monde-là, il leur a fait comprendre, tels les Angela Merkel ou Emmanuel Macron, il leur a toujours expliqué, mais écoutez, de la même manière que les gens fuient pour venir en Europe, là, c'est comme ça aussi que les autres fuient pour venir chez nous en Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes plus n'importe quel pays. Nous ne sommes plus le pays infréquentable de Laurent Gbagbo. Et ça, il faudrait que vous teniez cela pour dit. Il dit, il leur a dit ça en face. Comme de la manière il leur a dit là, si vous ne voulez plus notre cacao là, on a diversifié nos partenaires, d'autres vont aller payer. Il dit, il leur a dit ça en face. Parce que le quart de la population ivoirienne, le quart de la population de notre pays, n'a pas la nationalité ivoirienne. Il dit, si tu prends la population ivoirienne, sur chaque 4 personnes, il y a une personne qui n'est pas ivoirienne. C'est ça qu'on appelle le quart. Et il dit, ça c'est un indicateur important. Ça veut dire que nous avons une forte communauté étrangère en Côte d'Ivoire. 6 millions sur 24. Il dit, je leur ai dit, mais nous n'en faisons pas. Pour être plus précis, à l'époque où il parlait, la Côte d'Ivoire comptait 24 millions de personnes. Il y avait 6 millions d'étrangers sur les 24 millions là. Et qu'est-ce que lui, il leur a dit? Nous n'avons pas un problème. Nous avons une décennie de personnes xénophobes, lépénistes, mais nous ne voulons plus de cette image de la Côte d'Ivoire. Il dit, on a connu Laurent Gbagbo avec sa haine tribale. On a connu Henri Konan Bédié avec sa haine ivoiritaire. On a connu des extrémistes, ethno-nationalistes, xénophobes, tribalistes, qu'il a même comparé à des lépinistes. Ça veut dire des gens qui battent même Jean-Marie Le Pen dans la haine contre l'autre. Il dit, mais aujourd'hui, les étrangers se sentent plus à l'aise même que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème avec les étrangers pourtant. Cette sale époque de Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié, sous lui, sa dirigeance, cette époque-là est finie. On ne parle plus d'article 125, on ne parle plus de faire tuer les CEDEAO. Aujourd'hui, tous les citoyens africains et les citoyens du monde qui respectent la loi peuvent vivre dignement en Côte d'Ivoire et leur vie est en sécurité. Je leur dis, nous avons donc 6 millions sur 24 sont des ressortissants des pays voisins. Et ils vivent en paix dans ce pays. Et ils font un travail important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous nous respectons. Il dit, les étrangers qui sont chez nous, il y a beaucoup qui respectent la loi. Et tant qu'ils respectent la loi, on les respecte. On ne parle pas de quelques Burkinabés qui viennent dans des camions sous des moutons et des bœufs. Et lorsqu'ils arrivent, leur premier projet, c'est de violer, de voler, d'être des braqueurs. Il dit, on ne parle pas de ces marginaux-là. Mais tous ceux qui s'inscrivent dans le bon tissu et qui veulent respecter les lois de la République, nous, on n'a aucun problème avec eux, on respecte tous leurs droits. Et la dignité de traitement est là de part et d'autre. Et contrairement à Laurent Gbagbo, à l'époque de qui un Sénégalais était mieux traité à Paris qu'un Sénégalais dans les rues de Trècheville, nous disait Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, les étrangers sous le régime Ouattara sont non seulement en sécurité, sont en paix, et tant qu'ils sont respectueux des lois de la Côte d'Ivoire les respecte, mais leur dignité en tant qu'humain est aussi respectée. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de Laurent Gbagbo, comme nous le rappelait Maître Abdoulaye Wade.
Donc voyez-vous, ce beau pays est maintenant en paix et en sécurité. Et je peux vous donner la garantie. Et maintenant, il dit tout ce travail qui a été fait pour maintenir la paix là, il a une garantie à donner à tout le monde. Une garantie là, c'est une confiance qui engage la dignité du président. Il dit, je prends l'engagement, je prends la décision devant vous. Voici ce que je vais faire. Nous n'accepterons pas, de quelque manière que ce soit, que la sérénité des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire soit troublée à nouveau. Il dit, la paix, la sécurité, la sérénité des Ivoiriens, là, ça ne va pas être mis en mal par quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir, qui que tu sois, pour dire que tu vas venir brûler le pays. C'est toi-même on va brûler. Hier, j'ai pris des gores comme ça. Parce qu'il y avait un sujet où on parlait des manœuvres de l'opposition. Il y a un par mauvaise foi et par haine qui dit que lui ne sait pas que l'opposition ne fait rien de mauvais et que lui ne sait pas ce que le sujet veut dire. Quand j'ai eu la parole, je lui ai demandé, j'ai dit, tu te souviens que Sébastien Danon-Djedje avait dit que la Côte d'Ivoire allait brûler? Il dit oui. Tu te souviens que Simone avait dit que la CEI sera la cause pour laquelle la Côte d'Ivoire va brûler? Il dit oui. Il dit, tu te souviens que Laurent Gbagbo a mandaté Kone Katina pour aller au Burkina pour acclamer des putschistes et les encourager dans leurs manœuvres? Il dit oui. Il dit, ces actes-là, ce sont des actes bons ou mais ce sont des actes mauvais? Quel droit vous avez pour brûler tout un pays? Si vous voulez brûler quelqu'un là, allez brûler Ouattara et puis la CEI. Mais les Ivoiriens qui n'ont rien à voir dans vos caprices là, vous n'avez aucun droit de menacer leur vie. Mais comme ce sont des imbéciles ambulants, endoctrinés et ensauvagés par leur haine, tu as beau leur expliquer des choses simples, leur comportement de cafard va toujours prévaloir. Et avec moi, ça ne marche pas. Donc, ils veulent faire dans la sauvagerie. Mais je me suis montré 4 fois plus sauvage que eux. Et tellement je les ai traqués. Ceux qui ont pu assister à ça hier, j'ai dit, personne n'intervient. Je les broyais au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'ai pacifié le coin, comme de la manière le président Ouattara a pacifié le pays. Et donc, le président Ouattara rappelle la même chose. De la même manière que vous aimez le désordre là. C'est comme ça que les Ivoiriens ont appris à connaître la paix, la sérénité, la sécurité. On ne va pas s'amuser. Et le commandant en chef de l'armée de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, vous dit, celui qui s'amuse avec la Côte d'Ivoire, c'est lui-même qu'on va braiser. Et puis la Côte d'Ivoire va avancer. C'est terminé. Il dit, c'est terminé. Laurent Gbagbo, tes conneries que tu faisais là, Tidjam Tcham, vos conneries que vous faites là, Soro Guillaume, ton maudit que vous faites là, avec lui là, lui va mettre fin à ça. Il dit de vous dire ça propre. Je veux dire à certains déstabilisateurs qui n'ont même pas le courage de reconnaître des personnes qu'ils ont envoyées au charbon, Il dit, des gens comme les Laurent Gbagbo qui ont envoyé des gens pour faire les coups d'État là. Quand on demande à ces gens-là, c'est pour qui vous avez fait les coups d'État là? Il dit c'était pour Laurent Gbagbo. Quand on appelle Laurent Gbagbo, c'est toi qui as dit à Abéi, c'est toi qui as dit à Lida Kwasi de faire coup d'État. Il dit non, moi je n'ai envoyé personne. Hein. Il vient et puis il tape garde à vous devant moi. Il dit voilà des gens qui ne sont pas courageux, qui veulent que les autres fassent le sale boulot pour eux. Les autres n'ont qu'à se mettre dans le feu. Mais un vrai garçon là, quand tu fais quelque chose là, tu assumes. C'est aussi de cela qu'il est question. Et ta gestion calamiteuse, honteuse, scabreuse, maladroite et médiocre, tu vas devoir l'assumer. Ou bien, c'est l'histoire qui va te broyer définitivement. Laurent Gbagbo. Je vais leur dire que c'est terminé. Donc, il dit de te dire que ces moments de conneries là, que c'est terminé. Si tu ne sais pas que le monde a changé là, si tu ne sais pas que vous n'avez plus le pouvoir, si tu ne sais plus que vos miliciens là, on les a neutralisés,
amusez-vous avec les Ivoiriens. On va vous bouffer cru sans état d'âme. C'est terminé. Il dit encore, c'est terminé de te dire ça. Mais néanmoins, ce sont des Ivoiriens qui peuvent rentrer. Il dit, mais par contre, vous êtes des Ivoiriens, hein? Donc ne soyez pas en dehors là-bas pour dire que non, je suis en exil. Puisque la convention d'exil qui est entre la Côte d'Ivoire et les États extérieurs, ça, on a mis fin à ça depuis l'année dernière. Donc, si toi, tu es dehors là-bas, parce que c'est toi qui indiquais le cours des gens, faut pas vouloir penser que tu étais quelqu'un qui était en exil pour une cause politique. Ce qui fait que tu es en exil là, c'est le mal que tu as fait aux gens. Mais tu peux rentrer. Tu peux revenir. Faut pas te cacher entre le Burkina et le Mali. Lait des chameaux là, ça rassasie pas. Tu peux rentrer. Comme tu expliquais à ton ami, Blé Goudé la machette, tu vas t'expliquer devant la justice. Et je donnerai des instructions que rien ne leur soit fait, sauf de passer devant les tribunaux comme tout citoyen qui ferait des dommages aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire. Donc, comme toute autre personne, quand tu fais du mal aux autres, tu dois passer devant la justice. Une fois que vous passez devant la justice, que vous arrivez à convaincre la justice, vous serez réintégré dans tous vos droits. Mais moi, Alassane Ouattara, je ne vais pas tuer des individus parce qu'ils sont contre moi, ou même sont opposés à moi, ou même je n'ai plus envie de les voir sur terre. Non, ça ne fait pas partie de ma méthode. C'est la justice qui va régler votre compte.